Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va répondre à la question pourquoi ce bull run est plus compliqué que les précédents. Pourquoi on a l'impression d'être plus en difficulté, de plus galérer pour aller chercher du rendement. En réalité, il y a plusieurs réponses à cette question et on va voir ça dans cette vidéo. Et à la fin, évidemment, on va répondre aussi à la question quand est-ce qu'on peut réaccumuler depuis le récent crash. Quelles sont les zones qui vont être intéressantes pour re-rentrer à l'achat, que ce soit sur les alts et aussi sur Ethereum. Alors en toute chose, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire. Et si tu n'es pas encore dans le Telegram gratuit, tu as le lien en description, c'est le premier lien dans la description et tu vas pouvoir rejoindre le Telegram gratuit qui est le Telegram de la communauté d'Eninvest dans lequel je partage des analyses, de l'actualité, des comptes rendus, des news économiques. J'essaye aussi de partager de la data on-chain, bref, pas mal d'informations qui tournent autour de l'écosystème crypto. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors on se retrouve sur cette petite diapositive que j'ai faite pour exposer les différents points, déjà pour répondre à la question pourquoi ce cycle est plus compliqué, différent déjà des cycles précédents, mais aussi plus compliqué en termes de génération de rendement et de performance. Alors premier point important, c'est l'aspect macroéconomique. On a trois points importants, c'est le quantitative tightening, les taux d'intérêt et l'état du marché action, donc stock market en anglais. Donc en premier lieu, on a le quantitative tightening, donc, qui est matérialisé par ce graphique ici en bleu. Pour faire simple, le quantitative tightening, c'est la phase qu'on voit ici, donc de réduction des liquidités de la part de la Fed. Ici en bleu, on a ce qu'on appelle la balance sheet, donc globalement on peut le voir comme le bilan de la Fed. On a deux types de comportements vis-à-vis de la Fed par rapport à cette balance sheet, soit des injections de liquidités, donc quand la courbe ici en bleu accélère, augmente, et des réductions de liquidités quand la courbe a tendance à chuter. Les injections de liquidité, on appelle ça du quantitative easing, et la réduction de liquidité, on appelle ça du quantitative tightening. Et pour faire très simple, lors de la période du dernier bull run de 2020-2021, on était juste ici, donc dans le début de cette phase de quantitative easing, donc d'injection de liquidité, qui se fait pour la Fed de deux manières, soit par le rachat d'obligations d'entreprises privées, soit par le rachat de dettes des États, donc des obligations d'État. Donc par exemple ici pour la Fed, c'est des obligations de l'État américain. Et à l'inverse, quand on arrive dans cette période de quantitative tightening, la Fed va chercher justement à arrêter déjà les injections de liquidités, mais surtout à retirer cet argent des marchés pour pouvoir justement combattre l'inflation, puisque ces mesures de quantitative easing sont inflationnistes. Quand on injecte de la liquidité et qu'on augmente la masse monétaire comme ça, on crée très souvent de l'inflation. Donc le but du quantitative tightening, c'est de réduire aussi cette liquidité présente sur les marchés, de réduire la masse monétaire entre guillemets, et donc du coup de lutter contre l'inflation. Mais forcément, du coup, on est dans un contexte différent, puisque lors du bull run de 2020-2021, on avait cet argent magique qui arrivait sur les marchés, avec ces injections de liquidité assez massives. On voit vraiment le trait ici en noir qui symbolise le début du Covid et des injections de liquidités dues notamment au Covid. Et donc on est dans un contexte où on a plein d'argent magique qui arrive sur les marchés, la fameuse planche à billets, alors que actuellement on est plutôt dans le cas inverse, on a de l'argent qui était à la base de l'argent magique qui se retire des marchés. Donc on a moins de liquidités disponibles. Il faut voir un petit peu comme si on avait de l'argent qui arrivait dans notre portefeuille personnel, donc on avait beaucoup plus d'argent à investir puisqu'on nous en donnait beaucoup plus. Et d'un seul coup, on a de nouveau un bull run crypto, mais là, on vous retire de l'argent de votre portefeuille au fur et à mesure, donc vous avez beaucoup moins d'argent à investir, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus sélectif quant aux actifs que vous allez acheter. Le deuxième point, c'est évidemment les taux d'intérêt, puisque tout ça va de pair, mais quand on regarde les taux d'intérêt qu'on avait au bull run de 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021 et 2024-2025, il y a vraiment une grosse différence. En 2013-2014, on était sur des taux entre 0 et 0,5. En 2017-2018, on était sur des taux entre 0,5 1% et au maximum du bull run de 2,5. Et si on regarde en 2020-2021, on était sur des taux d'intérêt directeurs de la Fed entre 0,5 et 1 vraiment sur la fin
du bull run de 2020-2021. Donc on était sur des taux entre 0 et 0,5 et maximum de 2,5. Aujourd'hui, sur le cycle actuel, donc le bull run de 2024-2025, on est sur des taux entre 5,5 et 4,5 actuellement. Donc si on a 2 baisses de taux en 2025 comme c'est prévu, on pourrait baisser à 4%. Donc on aurait un bull run crypto avec des taux d'intérêt directeurs entre 4 et 5,5%. Donc c'est quasiment 2 fois plus que lors du bull run de 2017-2018 et c'est énormément plus qu'en 2013-2014 et 2020-2021. Donc ça pareil, ça provoque un environnement qui n'est pas du tout favorable aux actifs risk-on, qui sont les crypto-monnaies et les actions, mais beaucoup plus les crypto-monnaies, et ce qui fait forcément un désintérêt de la part des investisseurs de cette classe d'actifs, puisque quand on a des taux d'intérêt extrêmement élevés, il y a d'autres actifs qui vont être intéressants, notamment les obligations, puisque les rendements ont tendance à suivre l'augmentation des taux d'intérêt, donc on va pouvoir acheter des obligations avec des rendements plus importants. La hausse des taux d'intérêt provoque aussi un dollar plus fort, donc forcément un dollar qui est fort va mettre la pression sur tous les actifs qui sont libellés en dollars, et c'est le cas des crypto-monnaies, et ça crée un environnement qui n'est pas propice à l'investissement global, que ce soit l'investissement au niveau des particuliers, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des marchés financiers, et donc tout ça n'est pas du tout un environnement favorable pour les actifs risk-on comme les crypto-monnaies. Ensuite, le deuxième point central, c'est la professionnalisation des marchés. On a eu l'arrivée des ETF, on a eu l'arrivée de produits dérivés comme les produits futurs, on a aussi eu les options, et il y a également ce qu'on appelle la régulation au sens global des marchés. Donc dans un premier temps, on retrouve les ETF. Les ETF, ils viennent apporter un cadre beaucoup plus institutionnel à ce marché, ça réduit aussi la volatilité, et ça donne beaucoup plus d'intérêt aux crypto-monnaies qui sont passées par des ETF. Donc actuellement, on a Bitcoin et Ether, mais évidemment, les institutionnels vont plutôt avoir tendance à investir sur les ETF plutôt qu'en spot sur des plateformes comme des Binance, des Coinbase et compagnie. Donc ça limite les entrées de capitaux vers les actifs qui sont éligibles aux ETF. Donc ça forcément, c'est un point qui est extrêmement important puisqu'on a pu la liquidité qui arrive et qui ruisselle directement vers tous les actifs du monde crypto, mais principalement vers les actifs qui sont éligibles aux ETF, donc actuellement Bitcoin et Ether, et surtout Bitcoin. Deuxième point, c'est l'apparition des produits dérivés, puisqu'on augmente la spéculation avec de nouveaux produits qui permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse de Bitcoin et des crypto-monnaies grâce aux options. On a également les produits futurs qui permettent aussi de spéculer sur la hausse ou la baisse des crypto-monnaies. Donc on ajoute des leviers supplémentaires de spéculation, donc à la fois pour la hausse mais aussi pour la baisse. On crée une sorte de dérégulation de la vraie valeur des actifs. Et ça fait aussi entrer de la liquidité par d'autres moyens. Là où le seul moyen d'entrer sur le marché il y a quelques années, c'était via le spot, donc d'acheter et de détenir directement le token ou la crypto-monnaie. Là maintenant, on a d'autres moyens détournés d'entrer sur le marché sans pour autant acheter directement de la crypto au comptant. Et donc ça provoque aussi une sorte de dérégulation du marché et une plus grande difficulté de comprendre les mouvements qui sont en train de se passer sur le marché en ce moment. Et troisième point, c'est la régulation qui est plutôt positive dans un certain sens, mais qui pose aussi d'autres problèmes, puisque ça empêche certains acteurs d'intervenir et ça rend le marché beaucoup plus soumis au regard des autorités, ce qui peut décourager certains investisseurs et qui peut réduire aussi à terme la volatilité du marché. Et le troisième point, c'est une dilution de la capitalisation et une augmentation de l'offre. Donc on revient un petit peu dans le même terme et un peu la même logique. Ici, je partage un tweet de Conor Grogan qui a partagé il y a quelques semaines maintenant, le 24 janvier, une infographie de Dune qui montre l'augmentation du nombre de tokens sur le temps. Donc là, ça part de mars 2021 jusqu'à juillet 2024, voire même la période actuelle, puisqu'on voit que ça continue encore un peu après. Et ici, on voit que le nombre de tokens qui ont été créés dans le temps, donc depuis mars 2021 jusqu'à maintenant, est en constante augmentation. Quand même, on est sur une hausse drastique, avec une grosse pondération pour Solana, puisqu'on voit ici que les bâtonnets en jaune-orange représentent la hausse du nombre de tokens sur l'écosystème Solana. Donc là, effectivement, il y a une énorme part de Memecoin, et d'ailleurs, ce chiffre
qu'on va évoquer juste après est à relativiser, notamment par le fait qu'on a une recrudescence du nombre de meme coins qui sont créés actuellement. Toujours est-il que Conor Grogan nous dit qu'il y a 36,4 millions de tokens aujourd'hui, et on va clairement en direction des 100 millions de tokens à la fin de l'année 2025. Et qu'à titre de comparaison, si on regarde en 2017-2018, lors de la alt season, on avait moins de 3000 tokens en circulation, et en 2013-2014, on était à moins de 500 tokens. Donc oui, c'est vrai qu'on a une augmentation significative du nombre de tokens en circulation, du nombre de tokens créés. Maintenant, si on met un peu de perspective par rapport à ce chiffre, c'est vrai qu'on est beaucoup trompé par le nombre de meme coins qui sont créés sur l'écosystème Solana, qui de toute façon, pour la majorité d'entre eux, vont mourir et sont amenés à disparaître, mais qui apparaissent quand même dans la comptabilité aujourd'hui du nombre de tokens créés, et in fine qui faussent un peu les résultats. Donc oui, il y a forcément beaucoup plus de tokens créés aujourd'hui que lors des cycles précédents, et c'est pour ça que ça dilue la capitalisation, puisqu'il y a beaucoup plus de tokens à faire monter. Donc si on veut une augmentation de l'ensemble du marché lors d'une alt season, il faut qu'il y ait soit beaucoup plus d'argent qui rentre dans le marché, soit qu'un certain nombre de tokens puissent performer, mais dans tous les cas, tout le marché ne pourra pas performer. Ou alors, au lieu d'avoir un marché qui performe de x3 en moyenne sur tous les tokens, on aura une performance de 50% en moyenne sur tous les tokens, puisque ce sera dilué. Donc dans tous les cas, c'est effectivement un problème. Maintenant, j'ai hâte que tous les tokens meme coin de l'écosystème Solana disparaissent pour qu'on puisse vraiment avoir une vision beaucoup plus claire de la réalité du nombre de tokens qui ont été créés sur les dernières années. Toujours est-il que ça crée donc une dilution de la capitalisation crypto, ça augmente l'offre, et donc si on n'a pas une augmentation significative de la demande avec une recrudescence du nombre de fonds injectés sur l'écosystème crypto et dans le marché crypto, on va avoir une difficulté grandissante à avoir une altcoin season et à avoir une valorisation globale de l'écosystème. Donc voilà un petit peu pour les différents arguments et les différents éléments qui nous laissent à penser qu'effectivement ce cycle est plus compliqué que les précédents, et à juste titre quand on regarde ces différents éléments. Alors évidemment on pourrait en citer encore plein, je n'ai pas parlé notamment des actions, du marché des actions qui est extrêmement haut, ce qui n'était pas le cas lors des derniers cycles. On est quasiment sur des ATH sur la majorité des grosses actions aujourd'hui américaines. Lors des derniers cycles, c'était pas le cas, notamment au niveau du Covid. Au dernier cycle, pendant le Covid, on avait eu justement une baisse significative de toutes les actions, et même les actions américaines qui étaient remontées par la suite. Mais du coup, on avait vraiment un bull run crypto qui a démarré avec un marché action qui était relativement bas. Et si c'est pas le cas, on a vraiment un marché action qui fait de nouveau plus haut régulièrement et qui est constamment sur des ATH. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Et ça, évidemment, ça joue énormément dans cette difficulté d'avoir une altcoin season et d'avoir un cycle aussi performant que les précédents. Donc évidemment, si on veut une amélioration de la situation, il va falloir être patient, il va falloir justement que la Fed reparte sur donc des injections massives de liquidités sur le marché, qu'on ait également en parallèle une baisse des taux d'intérêt, qu'on revienne sur des niveaux beaucoup plus intéressants et beaucoup plus appréciables pour le marché crypto, donc plutôt aux alentours des 2,5 en termes de pourcentage, voire même plus bas. Et qu'en parallèle, tout ça entraîne aussi une baisse au niveau du dollar, une baisse au niveau du rendement obligataire américain à 10 ans. Tout ça, c'est des choses qui arriveront, mais qui prendront du temps. Donc je pense que ça va juste repousser la performance globale du marché crypto de potentiellement quelques mois, voire quelques années. C'est pour ça qu'on va enchaîner sur la suite, à savoir quand est-ce qu'on peut re-rentrer en position suite au dernier crash qu'on a eu en début de semaine. Est-ce que c'est le moment de racheter? Sur quelle zone il faut surveiller le marché? Et à partir de quel moment on va pouvoir re-rentrer en position et se positionner à nouveau? On se retrouve donc sur Ethereum, donc on va regarder Ethereum et les deux cryptos totaux, le Total 3 et le Total 4. Sur Ethereum, c'est assez simple, on a été chercher ici le middle du cloud, donc la partie neutre du cloud en orange. Tant qu'on est au-dessus de cette zone et qu'on reste à l'intérieur de cette zone et qu'on ne repasse pas du coup dans la partie rouge juste en dessous, on est sur un très bon point d'entrée pour pouvoir acheter de l'Ethereum. Il y a une probabilité qu'on revienne chercher la deuxième zone d'extension à 2090, donc aux alentours des 2100 $. Dans tous les cas, si on revient dans cette zone, pareil, c'est un excellent point d'entrée sur Ethereum. Donc globalement, un Ether entre 1950 et 2350 $, c'est un point d'entrée
ultra intéressant vis-à-vis de la structure technique d'Ethereum. Voilà, pas besoin de chipoter plus par rapport à ça. Évidemment qu'un Ether autour de 2007-2008, c'est un Ether à un niveau très intéressant. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais évidemment, si vous pouvez en acheter plus bas, comme je disais, entre 1950 et 2350, franchement, il ne faut pas se priver, parce que c'est des niveaux techniques qu'on reverra peut-être pas de sitôt sur Ether, donc c'est le bon moment pour en profiter. Si on jette un œil au crypto total des Others, bon bah tout a été validé par rapport au plan qu'on avait évoqué, donc on avait dit que si on repassait pas au-dessus de cette invalidation ici, on devait continuer de chercher de la vente à minima pour revenir à l'intérieur de cette zone. Ça a été fait, on a validé la zone, donc on a validé la première avec un rebond, la deuxième ici, donc maintenant l'objectif c'est de valider cette flèche pour aller chercher un nouveau plus haut sur le crypto total des Others. Donc crypto total des Others, je le rappelle, c'est la capitalisation totale du marché des cryptos moins le top 10. Et donc bah, l'objectif c'est que tant qu'on est à l'intérieur de cette zone, on peut chercher de l'achat. D'accord? Donc ça c'est sur l'ensemble des alts moins le top 10. Là on est juste un petit peu au-dessus de la zone, on a déjà rebondi d'environ 16-17%. Si on a un nouveau spike baissier et qu'on revient à l'intérieur de cette zone, on continue de chercher de l'achat tant qu'on est dans cette zone. Et l'objectif du coup à terme, c'est de réagir depuis cette zone pour aller chercher un nouveau plus haut et de faire un 100%, donc un x2 en moyenne sur les alts qui composent l'ensemble du marché sans le top 10. Donc pour faire simple, entre 190 milliards de dollars de market cap et 235 milliards de dollars de market cap, on est sur un très très bon point d'entrée sur les alts. Et pareil au niveau du Total 3, on a validé les deux zones, donc la première zone a été validée, la flèche est validée, et la deuxième zone aussi, on est venu valider avec cette petite mèche ici, la réaction dans la deuxième zone, donc on peut enlever les flèches, tout est validé ici, on voit bien qu'on est venu chercher à la mèche près l'entrée de la zone ici, donc la deuxième zone d'extension est validée également, et là l'objectif c'est le même, c'est de partir sur un nouveau plus haut de structure. Donc tant qu'on est à l'intérieur de cette zone, ou encore mieux de cette zone ici, on peut chercher de l'achat sur les alts. Alors là c'est vraiment tous les alts sauf Ethereum, et donc aussi on exclut Bitcoin, hein, qui n'est pas un alt, mais on exclut aussi Bitcoin du calcul. Donc là c'est vraiment la capitalisation totale des cryptos, moins Bitcoin et Ether. Et donc tant qu'on est entre 743 milliards de dollars de market cap et 661 milliards de dollars de market cap, on est sur un très très bon point d'entrée dans cette zone. Et ensuite la deuxième zone c'est entre 882 milliards de dollars de market cap et 825, où là également on est sur un très très bon point d'entrée. Donc là pour moi la correction est terminée. On a fait une première vague corrective ici, la deuxième vague corrective, la troisième vague corrective, donc on est sur un ABC, et l'objectif maintenant c'est d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc c'est assez propre ce qui se passe ici, et on peut tranquillement commencer à repartir à l'achat tout en gardant des liquidités de côté au cas où le prix voudrait refaire un petit spike à l'intérieur de cette zone pour vraiment la retravailler une dernière fois, et dans ce cas là ça permettra d'avoir encore d'autres points d'entrée intéressants, et ensuite la direction sera toujours la même, ce sera un nouveau plus haut de structure. Donc rien ne change vis-à-vis du plan, on continue de développer le plan exactement comme c'était prévu, et donc si vous avez des liquidités de côté, c'est le bon moment à mon sens pour les injecter sur le marché. Évidemment, par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, rien ne constitue un conseil en investissement. Ce ne sont que des analyses à but éducatif et pédagogique, et vous êtes priés de faire vos propres recherches comme d'habitude. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc cette vidéo en deux parties avec une première partie explication et une deuxième partie plus analyse technique où on parle justement des zones dans lesquelles on va pouvoir accumuler et rentrer en position. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur mes différents programmes, que ce soit Profit Illimité, CryptoPump ou alors de réserver un coaching avec moi, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Pareil pour ce qui est des réseaux sociaux, Telegram et compagnie, vous avez aussi tous les liens dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.